Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce, sans tabou et sans censure. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle entrevue, mais avant d'aller plus loin avec l'entrevue, j'espère que Mercure rétrograde vous traite bien en ce moment. Mercure qui rétrograde dans le signe du Cancer et on est présentement dans la saison du Cancer. Puis souvent, je vous parle des correspondances entre les signes astrologiques et les planètes. Puis, lorsqu'on parle du signe du Cancer, la planète qui est associée à ce signe-là, c'est la Lune. Puis la Lune, c'est un astre qu'on associe beaucoup au concept du féminin sacré. On en a parlé du concept du féminin sacré avec Joséanne, par exemple, dans un épisode précédent. Puis vous savez que quand je fais référence à ça, je ne parle pas du tout de genre, mais bien d'énergie. Puis, le féminin sacré, c'est justement cette force réceptive-là qui, comme la Lune, va absorber le rayon du Soleil pour mieux être capable de le redonner, de le reprojeter par la suite, de mieux briller. Puis, ça fait longtemps que je voulais faire un épisode sur le cycle lunaire puis plonger un petit peu plus dans ce sujet-là. Et je me suis dit que Valérie Couture-Phelps, qui est mon invitée d'aujourd'hui, était l'invitée parfaite pour discuter de ça. Valérie accompagne la femme depuis près d'une décennie, puis elle a débuté sa carrière en soins infirmiers avec une spécialisation en périnatalité puis en fertilité. Ensuite, elle est devenue doula et elle a également le titre de naturopathe spécialisée en périnatalité. Elle a fait sa formation professorale de yoga pour ensuite faire une certification de yoga prénatal et postnatal. Donc, je me suis dit, s'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler du cycle lunaire et de la femme ou de comment les deux sont reliés, en fait, ben c'est Valérie. Donc, sans plus tarder, j'espère que l'épisode va vous plaire. J'espère que vous allez en apprendre plus sur vos cycles, sur qui vous êtes et que ça va vous inspirer. Allô Valérie, c'est un honneur de te recevoir au podcast Mystique aujourd'hui. Puis d'abord, d'entrée de jeu, j'ai envie de te demander comment tu vas. En ce moment, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mm-hmm. En passant, tout l'honneur est pour moi, vraiment, ça fait un petit bout, là. T'sais. En tout cas, c'est spécial de se rencontrer, de se revoir dans cette situation dans laquelle on est présentement. Je vais bien. J'ai l'impression que le confinement m'a amené à me déployer un peu plus. Ça m'a donné un peu plus de courage dans déjà la tangente que je prenais. Je sens que ça fait plus de sens aussi, ce que j'ai à offrir. Ouais. Puis comment est-ce que tu vis un peu le fait d'être maman, d'être à la maison? Comment tu réussis à équilibrer le tout en ce moment? J'avais déjà, en sachant que j'étais enceinte, j'avais déjà fait ce choix de vouloir avoir un peu plus de liberté comme mère, mais aussi dans mon emploi. Donc, j'avais déjà préparé le terrain sans même savoir ce qui arrivait nécessairement parce que c'était un idéal pour moi de pouvoir jumeler la vie de maman puis le travail, pas sentir nécessairement que c'est scié en deux, mais plutôt ensemble. Donc, pour moi, ça n'a pas été un gros choc. C'est juste que c'est sûr qu'il y a eu de l'adaptation à faire. Mais j'ai plutôt senti que là, c'était l'idéal, en fait, parce que la société était disponible pour ça, pour que je puisse comme continuer d'aller vers quoi je voulais aller. Donc, c'est bien dit, ça. J'aime ça. Puis, ce qu'il faut savoir, en fait, ce que les gens ne savent pas de toi et moi, c'est qu'on s'est rencontrés, et mon Dieu, c'était quand ça? C'était en 2014, je pense. Bien, ça fait 6 ans, je crois, environ 5 ans. Peut-être 5 ans, je dirais. C'est fou, hein? C'est fou, ça me fait capoter. On s'est rencontrés quand j'enseignais à Terrebonne, puis t'enseignais dans le même studio que moi, en fait. Puis, on a commencé à donner des cercles de femmes ensemble. On a eu quelques projets ensemble. Puis, les deux, on a poursuivi nos chemins chacune de notre côté, mais on a quand même gardé des intérêts similaires, si on peut dire, comme par exemple le travail avec le cycle lunaire. Puis, c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder depuis longtemps sur le podcast. Puis, je me suis dit que pendant la saison du cancer, le cancer étant le signe qui est associé à la Lune, bien, c'était le moment parfait pour le faire. Puis, je me suis dit,
que tu serais la personne idéale aussi pour en parler. Fait que j'aimerais ça savoir, en fait, c'est quoi ta relation avec le cycle lunaire? D'où ça vient? Comment ça a commencé? Qu'est-ce que ça t'a enseigné? Fait que dans le fond, c'est 1000 questions en même temps que je te pose, mais je me dis que tu vas y répondre avec brio. C'est cool. En fait, j'ai commencé en soins infirmiers, en périnatalité, en fertilité. J'ai eu comme un choc culturel à ce moment-là de voir autant de couples, autant de femmes qui avaient des troubles au niveau du cycle féminin, au niveau de leur fertilité, leur capacité à concevoir. Moi-même, j'avais de la difficulté à vivre. Bon, le cycle féminin, le cycle menstruel, c'est une partie, mais j'avais de la difficulté à vivre mes menstruations. C'était très douloureux. J'ai su que j'avais des kystes à travers ça. Je faisais beaucoup d'insomnie. Tu sais, j'avais beaucoup d'incompréhension et de non-dit par rapport à ce que je vivais. J'ai essayé de trouver un sens juste au niveau de la physiologie, de l'anatomie de ça. Puis à un moment donné, je suis arrivée un peu à un cul-de-sac. Puis c'est le constat que j'en ai fait aussi en étant en clinique. Il y a beaucoup de couples qu'on disait, mettons, vous êtes incompatibles. Puis là, on leur disait, bien, partez en voyage, faites autre chose, puis ils revenaient. Puis la femme est enceinte. Fait qu'il y a eu plein de petits moments comme ça qui m'ont amené à faire hey, mais il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on nous dit que c'est. Puis j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir pour moi-même en partant, tu sais, parce qu'au départ, moi, je me disais pas, je veux le faire pour toutes les autres femmes. Ouais. C'est le chemin se passe avec moi-même au départ. Puis moi, je cherchais un bien-être, je cherchais des mots sur qu'est-ce que j'avais pas, en fait, l'incompréhension que j'avais. Puis, tranquillement, de fil en aiguille, je suis allée faire des formations, mais j'ai aussi découvert des femmes qui ont écrit des livres qui m'ont amené justement à trouver un peu plus de sens à ce que je vivais. Puis c'est là que je me suis vraiment, je dirais, attardée à cette médecine-là, si on peut dire ça comme ça, ou à cette thérapie-là qui a ouvert 1 million de portes par la suite. Ouais. Fait que c'est d'essayer de comprendre le cycle féminin à l'extérieur de la médecine, tu sais, comme traditionnelle qu'on connaît un peu, là, puis de l'aborder dans un aspect un peu plus organique, plus somatique. Ouais. Puis, en fait, quand on parle du cycle lunaire, parce que, tu sais, pour toi puis moi, c'est comme une évidence que le cycle lunaire et le cycle féminin sont complètement interconnectés. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer, dans le fond, comment elles le sont? Oui. Bien, en fait, là, à l'heure actuelle où je te parle, il y a eu un gros shift, OK? Donc, il y avait cette compréhension-là que la Lune influence... Bon, la Lune influence les marées, déjà en partant. Mm-hmm. Donc, elle influence tout être vivant. Elle va nous influencer nécessairement comme femmes. Tout dépend de notre fonction comme être vivant. La Lune va avoir un effet sur nous. Puis nous, ben, selon qui on est, puis selon notre essence, on va le manifester d'une manière différente. Fait que selon la phase de la Lune où on est, ben, il y a des énergies qui sont disponibles pour nous, qui nous influencent sur notre psyché, sur notre corps, puis qui nous fait agir d'une certaine manière. Mais là, c'est très, très large parce qu'on peut aller assez loin sur notre lignée, sur comment on est influencé, c'est quoi notre système de croyances. Il y a beaucoup de choses qui jouent sur notre cycle féminin et non juste la Lune, tu sais. Ouais. Mais là, si on parle du cycle lunaire, déjà en partant, la Lune a une influence sur nous. Ouais. C'est intéressant parce que une des choses, en fait, que j'ai vraiment remarqué quand je me suis mis à m'intéresser au cycle lunaire, surtout en parallèle avec mon cycle menstruel, c'était que avant, quand on me parlait du cycle menstruel, pour moi, c'était le moment de mes règles. Tu sais, c'était vraiment genre, quand j'étais menstruée, ça, c'était le moment de mes règles, puis c'était mon cycle menstruel. Mais là, tu réalises que, oh non, le cycle menstruel, t'es dedans à longueur de temps, c'est ta période d'ovulation, c'est quand tu as tes règles, etc. Puis quand tu regardes le cycle lunaire, la Lune, elle existe même quand elle n'est pas pleine, tu sais. Fait que c'est de comprendre, en fait, que justement, ce sont des cycles avec plusieurs phases. Exact. Puis je pense que juste ça, de regarder le cycle lunaire en parallèle avec le cycle féminin, qui a une durée presque similaire, très similaire, en fait, là, ça peut nous permettre de mieux comprendre nos cycles intérieurs aussi, tu sais. Effectivement, oui, c'est une boussole interne, en fait. Tu sais, pour moi, c'est une façon c'est un mapping, savoir comment tu vas te diriger avec toi-même, avec le monde extérieur. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a tout un enseignement à faire parce que
les mots ont beaucoup d'impact. Puis le cycle menstruel, pour moi, c'est quelque chose qui me met dans une boîte. Ouais. Puis j'essaie de travailler sur changer les mots parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensaient qu'elles devaient avoir leur menstruation pour avoir accès à ce que j'avais à offrir. Et puis là, c'est comme, ben non, c'est pas juste besoin d'être menstruée. Tu sais, tu peux être en aménorrhée, tu peux ne pas avoir de menstruation, tu peux être en ménopause. Tu sais, il y a plein de choses qui Tu font... peux être une femme trans puis Exact. avoir accès à ça aussi. Là. Exact. Donc, tu sais, il y a vraiment... C'est pas le cycle menstruel, c'est le cycle féminin, point. C'est comment la femme est construite et pas juste anatomie et physiologie. Là. Tu sais, on parle de plus large que ça. Ouais. C'est bien dit. Puis je pense que c'est un super bel ajustement aussi à faire à la nomenclature de la chose. Là. Mais par rapport au cycle lunaire ou cycle féminin, peu importe comment on veut le voir, toi, tu travailles avec combien de phases dans ton cycle? Moi, je travaille avec 4 phases. 4 phases, OK. Mais je les vois... en fait, c'est là que je te parle que le shift est arrivé. Il y a eu beaucoup de changements dans les derniers mois sur ma compréhension parce que plus on s'attarde sur quelque chose, on met la loupe sur quelque chose puis qu'on se dédie, on se dévoue, bien, nécessairement, il y a plein de réponses, il y a plein de clarté qui arrive, ça vient toute seule, tu sais. Donc là, à l'heure actuelle, depuis quelques mois, il y a eu une clarté qui est arrivée. Je l'exprime différemment, j'utilise des mots différents. Donc, je parle beaucoup de émetteur, récepteur et de transit. Donc, je parle plus nécessairement juste du cycle de la Lune avec les archétypes qui a déjà fait partie de mon langage parce que ça a été là où j'ai comme appris à naviguer dans mes phases et à les comprendre. Mais aujourd'hui, je développe mon propre langage parce que je suis complètement à l'étude de moi-même par rapport à ça. Donc, il y a vraiment... c'est ça, c'est vraiment teinté là, de plus de moi, de moins des autres, mettons. Puis, quand tu fais référence à la manière qu'avant, tu voyais le cycle lunaire en 4 phases avec les cartes archétypes, c'est quoi ces archétypes-là? Oui. Ben, en fait, de base, tu sais, il y avait Miranda Gray qui m'a beaucoup influencée au départ. Elle parle de la sorcière, elle parle de la Vierge, elle parle de la mère et de l'enchanteresse, qui sont des mots intéressants. Mais à force de m'y pencher, moi, je trouvais que c'était moins élevant comme terme. Et je trouvais que ça nous amenait à voir un peu le dark side de vers quoi on pouvait aller versus, là, je sentais l'appel d'amener un modèle qui est plus élevant. Donc, un focus vers quoi on aimerait aller. Des fois, on est ci ou des fois, on est ça. Des fois, on est un peu moins... Des fois, on est dans l'envers de la médaille. On n'est pas toujours bien ou on n'est pas toujours mal, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. C'est qu'il y avait ces symboles-là qui nous amenaient à comprendre un peu la dynamique puis comment on entre en relation dans notre monde intérieur et extérieur. Puis là, il y a eu un appel pour moi, en tout cas, de trouver des termes plus élevants. Donc, j'ai navigué avec les termes des archétypes pour finalement sortir de là complètement. Donc, pour ça que je parle plus d'émetteur, récepteur et de transit, ouais. Donc, si on revient, mettons, à la base du cycle lunaire, qui est comme, bon, tu as la phase de la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que on peut travailler de plein de manières avec le cycle lunaire, puis il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de le faire. Là, il y en a qui travaillent avec 4 phases, il y en a qui travaillent avec 5, qui vont rajouter la lune noire juste avant la nouvelle lune. Il y en a qui vont travailler avec 8 phases lunaires aussi, il y en a qui c'est avec 12. Ouais. Donc, si tu décides de travailler avec 4 phases, c'est dire que chacun des archétypes desquels tu as parlé était associé à une de ces phases-là. Ouais, exact. Puis là, tu trouvais que c'était un petit peu contraignant ou peut-être pas assez englobant ou élevant, comme tu dis, de travailler avec ça. Fait que c'est... Quand tu peux-tu m'expliquer? Je suis comme vraiment flabbergastée et je suis comme... c'est de la toute nouvelle information que tu m'offres là. Fait que j'ai envie d'en savoir plus. Ben en fait, c'est qu'on sait que, bon, il y a 4 phases, mais dans les 4 phases, il y a comme si on peut en prendre 2 de chaque. Il y en a plus qui est réflexive, donc qui va être un travail vers l'intérieur. Ouais. Et il y en a une qui est plus vers l'extérieur, donc inspirante. Donc, on va vouloir aller vers l'extérieur. Puis en travaillant avec ça, j'ai commencé à comprendre aussi le principe féminin et masculin associé à ça. Donc, il y a 2 phases où on est plus porté à aller vers l'extérieur, qui est le principe masculin.
Puis, on a 2 phases qui sont plus portées à aller vers l'intérieur, principe féminin. Puis là, j'ai commencé à observer les dynamiques. Mais ça, je te parle de ça sur des mois et des années, mettons, Ouais, là, ouais, à observer les dynamiques différentes. Et puis, j'ai observé des patterns similaires qui sont, exemple, les 2 phases où ils sont plus en principe masculin, où on va être plus émetteur. Donc, on va plus off, on va être plus en vibration, on va plus vouloir émettre, entrer en action. Et puis, il y a les 2 autres phases qui sont plus de principe féminin, qui est récepteur, où c'est là où on reçoit énormément. Fait que si on part, mettons, des symboles, parce que j'adore travailler avec les symboles, le principe féminin est un triangle à l'envers. Le principe masculin, un triangle à l'endroit. Si on les superpose un sur l'autre, ça crée la coupe. OK? Donc, la coupe, c'est un catalyseur. Donc, c'est ça qui crée un principe féminin, un principe masculin. C'est ça qui va nous amener à créer des choses dans la vie, à manifester. Il faut toujours qu'il y ait un principe féminin, un principe masculin pour manifester. Ouais. Peu importe de quelle manière ça se fait. OK? Donc, à partir de là, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, le principe féminin, comme il est récepteur, on le voit, il est au-dessus. Donc, c'est la coupe qui reçoit. Par exemple, si on remplit la coupe, bon, c'est la réception. Donc, je reçois. Puis, le bas de la coupe, qui est le triangle à l'endroit, qui est le principe masculin, qui, lui, va émettre à la Terre. Donc, il y a vraiment ces 2 principes-là qui s'installent. Donc, pour moi, j'ai commencé à comprendre plus facilement ma façon de me diriger dans mon monde intérieur et dans mon monde extérieur avec ces termes-là. Okay. Puis, il y a des transits qui... Bon, c'est assez... c'est sûr que là, de l'expliquer vite comme ça sur une digestion de plusieurs mois, tu sais, j'essaie de faire ça avec tact, mais c'est pas évident. Puis c'est super facile de le démontrer aussi avec des symboles et tout. C'est pour ceux qui sont plus visuels. Mais bon, c'est ça. Fait que donc, au lieu d'avoir 4 archétypes, maintenant, c'est rendu pour ma part, là, comment je l'enseigne, comment je l'approche avec moi-même. C'est vraiment 2 principes, mais que j'associe à la Lune et au Soleil, que j'associe aux principes féminins et masculins. Puis il y a tout un univers qui s'ouvre à moi de possibilités depuis ce moment-là. Puis, mettons que tu parlais à quelqu'un là, qui n'a jamais entendu parler du cycle lunaire, là, qui, pour cette personne-là, là, c'est complètement de la nouvelle information. Comment est-ce que tu suggérais à cette personne-là de commencer à s'intéresser ou à travailler avec le cycle lunaire? Bien, juste, je commencerais à observer les saisons, simplement, puis à voir comment les saisons jouent sur la nature, parce que la nature nous révèle beaucoup de choses, puis elle est complètement limpide, donc elle peut pas nous mentir. Donc, tout ce qu'on observe par rapport à la nature, bien, c'est une vérité. Donc, tu sais, de se dire, bon, je commence à observer les saisons qui vivent en moi. Donc, la Lune qui influence notre corps de femme, elle peut influencer, comme je disais, tous les êtres vivants, donc va influencer nécessairement en lien avec les saisons, mais le Soleil aussi nécessairement. Mais moi, je dirais d'observer les saisons, déjà en partant, ça te permet de voir la dynamique qui peut se passer en toi. Donc, à partir de là, de commencer à voir aussi, à s'intéresser sur le calendrier lunaire, juste simplement, de commencer à observer qu'il y a 4 phases de la Lune. Donc, nécessairement, il y a 4 phases en nous, OK? Donc, tout dépend comment on le décortique. Là. Il y a plein de choses, comme tu disais, on peut travailler avec 8, avec 5, avec 12. Bon, ça commence à... Moi, je pense que c'est des nuances et des textures différentes. Mais moi, je pense que je commencerais à simplement observer de cette manière-là, juste pour voir l'évidence dans la nature. C'est vrai que quand tu regardes les correspondances, mettons, tu veux comprendre l'énergie de la nouvelle lune, puis qu'on te dit que la nouvelle lune correspond à la saison de l'hiver. Bien, quand tu penses à l'hiver, on le connaît, le feel de l'hiver, surtout en tant que Québécois, on en a vraiment un bon feel. Oui, c'est ça. Super introspectif, très cocooning, regard vers l'intérieur, on observe qu'est-ce qui veut prendre place, qu'est-ce qui veut prendre vie. Puis là, si c'est la lune croissante, bien, c'est la correspondance avec le printemps, qui est comme l'émergence à nouveau, de sortir, de vouloir se mettre en action, de vouloir regrouper nos ressources. Puis là, le feel de la pleine lune, bien, c'est le feel de l'été, où est-ce qu'on a juste envie comme de sortir, de s'amuser, de socialiser. Ouais. C'est comme un moment de culmination aussi. Puis là, on a l'automne, qui serait la lune décroissante, quand, justement, la nature commence à perdre ses feuilles, à mourir, puis qu'on recommence le processus avec l'hiver. Fait que c'est vrai qu'on est tellement plus familier, puis c'est tellement plus clair visuellement
le changement dans les saisons, que Ouais. de travailler avec les saisons peut aider à comprendre le cycle lunaire. Ouais, moi, je commencerais comme ça. Oui, c'est un bon truc, je pense aussi. Puis, si on revient vers la question du cycle féminin, Ouais. là, je suis comme menstruel, féminin, comment on dit? Du cycle féminin. Comment est-ce que... c'est quoi? Quelle phase est associée à quelle phase du cycle féminin? Ouais. Quelle phase lunaire est associée à quelle phase du cycle féminin? C'est ça que je veux Ouais, dire. tu parles au niveau de l'anatomie, de la physiologie, Ouais, je veux dire. exactement. Ouais, OK. Donc là, par exemple, quand on parle de la nouvelle lune, ça serait la menstruation. Ouais. Si on parle de la phase juste après, qui est la phase croissante, ça serait la phase lutéale, folliculaire. Ouais. Puis après, si on parle de la pleine lune, ça serait l'ovulation. Et ensuite, la phase décroissante, ça serait la phase lutéale. OK. Bon, là, j'espère que pour les gens qui se posaient bien des questions sur le cycle lunaire, ça a clarifié un petit peu la chose. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelque chose aussi de très communautaire, je pense, à travailler avec le cycle lunaire. Ouais. Je sais que dans les moments où est-ce qu'on s'est rencontrés, les deux, on avait lu le livre Tente rouge, puis c'est un livre qui nous a aussi beaucoup inspiré dans nos pratiques. Ouais. Puis c'est ce qui nous a inspiré aussi à créer des cercles de femmes ensemble, des cercles qui traditionnellement se faisaient lors des nouvelles lunes. Ouais. Puis je pense qu'il y a il y a ce regroupement-là, ce rassemblement-là aussi qui se fait quand en tant que personne qui s'identifie comme femme, on s'unit au cycle lunaire, on s'unit toutes entre nous aussi, tu sais. Exact. Est-ce que tu en fais encore des cercles de femmes? En ce moment, non. J'ai modifié la façon dont je les faisais parce que je voulais vraiment porter un enseignement par rapport à ça. Donc, oui, j'en ai fait, mais sous forme de rituel, je te dirais, où il y a de l'espace pour partager, mais il y a aussi tout un thème qui est associé, qui gravite autour de ce cercle-là, par exemple. Ouais. Un des rituels que tu avais créé, c'était sur la guérison matrilinéaire. Là, Libérer sa lignée. Libérer Ouais. sa lignée, exactement. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus de ça? Oui, hey, OK, ça vient de tellement longtemps parce que moi, ma mère est toujours hypnothérapeute, puis elle spécialise encore, je ne sais pas parler au passé, elle spécialise encore dans les mémoires intra-utérines. Donc, moi, j'ai toujours grandi avec des gens qui venaient voir ma mère pour se libérer de traumas ou pas, là, juste comme de comprendre sur quel paradigme tu as été construit. Donc, on peut libérer certains trucs, certaines croyances, déjà en partant dans le ventre de notre mère. Donc, ma mère ramenait les gens vers ça. Donc, ça a toujours été en moi de savoir que c'était possible. Donc, j'avais pas trop la compréhension complète et globale de la chose, mais je savais que ça existait. Mais quand tu dis mémoire intra-utérine, là, Ouais. je pense qu'il y a au moins 50% des gens qui font « What? C'est quoi ça? » Ben, À quoi tu fais référence? Je fais référence à toi qui est dans le ventre de ta mère et à partir de là, ta mère qui vit malgré le fait qu'elle est enceinte. Donc, ça a une influence sur toi, les relations qu'elle a dans l'environnement dans lequel elle vit. On appelle ça aussi l'épigénétique. Là. Scientifiquement, il y a comme vraiment quelque chose, il y a un mouvement qui a été créé puis qu'il y a des études qui ont été faites surtout en Afrique par rapport à ça. Donc, c'est ça, tout ce que ta mère qui te porte vit a une influence sur toi, puis va t'influencer. C'est comme tes premiers schémas de vie, en fait. Donc, des patterns ou un système de croyances qui est bâti par rapport à ça. Comme si, par exemple, ta mère était enceinte de toi, puis qu'elle était malheureusement dans une situation abusive avec son mari, ou si elle a eu un accident de voiture pendant qu'elle est enceinte, ou des choses comme ça peut affecter. Puis, une autre chose j'ai tout le temps cette image-là dans la tête, puis quand j'ai su ça, ça m'a vraiment flabbergastée, là. Mais c'était le fait que quand, dans le fond, ta grand-mère est enceinte de ta mère porte déjà les œufs qui vont te permettre d'exister, tu sais. Fait que techniquement, tu as été non seulement dans le ventre à ta mère, mais aussi dans le ventre à ta grand-mère. Fait que, tu sais, quand tu parles de libérer sa lignée, c'est que tes mémoires génétiques, justement, ça se peut que ce soit des traumatismes vécus par ta grand-mère qui ont été liés à ta mère, à toi, etc. Là. Oui, et ça va plus loin que ça. Là. C'est la lignée ancestrale, carrément. C'est de faire tes recherches puis d'aller voir d'où tu viens, mais non seulement de ta mère, ta grand-mère, mais
mais tout le reste de ta lignée, ton arrière-grand-mère et ainsi de suite, tu comprends d'où tu viens, puis sur quel schéma tu es comme bâti, entre guillemets, puis ton système de croyance est tellement important, puis c'est pas juste influencé par ta vie présente, là, c'est influencé par toutes les femmes qui ont marché avant toi, qui font partie de ta lignée, puis que tu portes dans ton ADN, tu portes dans ton sang, dans tes cellules, c'est là, c'est vibrant. Donc, de prendre conscience de ça, ça te permet, parce qu'on porte tout un sac, on a tout un sac qu'on porte, qu'on continue de porter. Puis il faut se rendre compte qu'on l'a premièrement, puis c'est pas tout le monde qui se rend compte de ça. Donc, souvent, on vit sur des patterns, des loops, puis on se demande pourquoi on les vit, puis pourquoi ça revient. Bien, ça se peut que ça soit dans ce sac-là que ça se trouve. Puis si on commence à ouvrir le sac, on se rend compte de bien des trucs. Donc, dans le rituel de Femme libérée, s'aligner, il y avait vraiment comme, premièrement, un éveil de faire comme, hey, on porte tout un sac. Est-ce qu'on a décidé de le porter, ce sac-là, ou est-ce qu'on a fait le tri dedans? On a-tu fait le ménage, ou les femmes, une après l'autre, avant moi, l'ont toutes porté sans se poser de questions, puis ils ont comme accumulé des trucs dedans. Donc, ça devient à un moment donné très lourd, tu sais, en termes de blessures, puis de loups, puis de système de croyances qui devient très complexe. Et plus on avance là-dedans, plus ça nous emboîte aussi. Donc, on se rend compte qu'on est comme vraiment qu'on restreint dans notre perception de la vie, tu sais. Donc, une fois qu'on se rend compte de ça puis qu'on voit qu'est-ce qu'il y a dedans, bien, on peut choisir à ce moment-là, ah, ça me plaît ou ça me convient pas, parce qu'on a autant le lot de blessures qu'on a le lot de dons là, de ces femmes-là. C'est pas juste... donc c'est pas juste mauvais. Exact. Là. Donc, le but dans ce rituel-là, c'était aussi de faire, OK, on constate qu'on a ça, mais comment on fait pour renouer avec les dons et la richesse de cette lignée-là? Mais pour ça, il y a un link qui doit se faire, tu sais. On peut pas juste dire, ah, je vais me connecter aux dons et à la richesse si on n'a pas fait le travail, le shadow work, mettons, tu sais. Ouais. Fait que c'est les polarités qui se retrouvent. Puis ce rituel-là, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait tout le temps une période où on peut échanger, mais il y a aussi que le rituel devient vivant. Donc, toutes les femmes participent et co-créent, là, on a une espèce de toile au sol incroyable où tout le monde parle à voix haute et donne des incantations. Puis il y a vraiment quelque chose de fort, comme de très puissant dans ce rituel-là qui était, je dirais, tricoté avec un cercle de femmes et un thème précis, là. Ouais. Est-ce que tu as été témoin de comme, j'ai pas envie de dire, pas des révélations, mais comme de situations qui t'ont beaucoup ému ou qui t'ont... est-ce qu'il y a des histoires en particulier qui t'ont beaucoup accroché? Bien, ce qui m'a accroché le plus, c'est de voir que les femmes, déjà, se retrouvent finalement qu'elles sont toutes reliées. Tu sais, pour moi, ça, c'est marquant de les voir, le constater, puis de voir le lien qui se crée entre elles, malgré que, bon, on vient de se rencontrer, puis, tu sais, tout dépend de l'espace, comment tu la crées, là, tu sais, il peut se passer tellement de trucs profonds, ou tout dépend de l'intention que tu y mets aussi. Fait que, pour moi, de voir ça, le constat des femmes qui se relient, puis qui se retrouvent entre elles, puis qui sont comme, ah, finalement, moi aussi, j'ai vécu ça et tout ça, je trouve ça, déjà en partant, je trouve ça super marquant. Je voudrais pas nécessairement aller dans l'intimité, mais tu sais, il y a des moments où les femmes, c'est plus difficile pour elles de laisser aller des choses. Puis, je laisse tout le temps un espace au feeling ou à la co-création. Donc, à un moment donné, il y a une femme qui n'arrivait pas parce qu'on travaille avec les coquillages comme symbole et la ficelle rouge et tout, elle n'arrivait pas à déposer un coquillage qui symbolisait, je me rappelle pas, je pense, sa mère ou sa grand-mère. Puis de le déposer, ça voulait dire, OK, là, je suis rendue à cet espace-là. Donc là, on s'est toutes levées, puis on est allé mettre notre main sur elle pour la laisser vivre ce qu'elle avait à vivre. Donc, elle a pleuré un peu, puis après, à partir de là, on l'a vraiment tout senti. On est retourné s'asseoir, elle a déposé son coquillage, puis on a passé à autre chose. Mais ces moments-là, pour moi, sans mots, sont très révélateurs et aussi forts, aussi puissants. Tu le sens à l'intérieur de toi. Tellement. Comme les gens, je pense que de nos jours, on diminue tellement ou sous-estime tellement la puissance des gestes symboliques ou de même juste tenir l'espace pendant que quelque chose comme ça arrive. Tu sais, c'est un anglicisme, c'est « holding space ». Ça se dit pas super bien en français, mais c'est vraiment juste l'action d'être là, tu sais, de contenir. Puis je pense que moi, c'est une des choses que les cercles de femmes m'ont le plus appris. Tu sais, que quand quelqu'un parle, t'es pas obligé de répondre, t'es pas obligé de donner un conseil, t'es pas obligé d'être là par la parole ou par une solution. Exact. Tu peux juste être là. C'est assez. C'est juste être témoin, c'est beaucoup.
Mais je trouve ça tellement puissant comme thérapie parce que c'est un reflet à soi-même, tu sais, de ne pas entrer. Tu sais, il y a des règles du jeu que je dépose tout le temps au début. Puis c'est important, ces règles du jeu-là, parce que ça fait que ça set le ton pour le reste, tu sais. Puis d'exprimer, d'expliquer que c'est un reflet à soi, puis que la femme, elle est là pour se faire refléter qui elle est nécessairement, mais qu'on est toutes là pour la supporter. Ça, c'est encore plus je sais pas si je peux dire ça, impactant que de se faire toujours couper le sifflet, par exemple, ou de toujours, justement, parce qu'il y a toutes sortes de rôles qui peuvent s'installer dans un cercle. Tu sais, si tu mets pas les règles là, par rapport à être sauveuse ou vouloir aider, ou tu sais, il y a tellement d'affaires qui peuvent s'installer, puis c'est pas la place à ça nécessairement. Donc, le cercle, pour moi, c'est vraiment une thérapie en soi. Ouais. Je comprends tellement qu'est-ce que tu veux dire. Je comprends, puis c'est drôle parce que j'en fais encore des cercles, mais je les garde secrets. Genre, tu sais, j'ai juste 13 places parce que, bon, je veux garder ça intime quand même. Puis c'est quelque chose que je suis pas capable de laisser aller. Tu sais, malgré que le fait que c'est peut-être pas la meilleure manière d'utiliser mon temps selon le capitalisme, là, Ouais. il y a quelque chose en moi qui est comme non, je veux pas laisser partir ça parce que c'est trop important. Moi, j'ai trop appris de ça, puis j'ai confiance que les gens peuvent aussi apprendre de ça. Ouais. Puis j'ai envie de te lancer une question de même parce que c'est quelque chose à quoi je réfléchis beaucoup. Est-ce que tu as déjà réfléchi à l'idée de laisser des hommes être témoins de cercles de femmes? J'ai déjà pensé à ça. Mais je me le suis fait demander, en fait. Puis je me suis dit, si je le fais, je vais le faire de manière artistique, OK? Genre, dans ma tête, je me suis dit, je vais faire ça sur une scène, puis on va être des femmes qui ont déjà participé à ça, puis qu'on sait à quoi s'attendre, puis on est prête, on est willing à se rendre vulnérable. Donc, j'y ai déjà réfléchi dans ce sens-là. Mais sinon, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait... ça dépend c'est quoi le thème. Puis je pense que mon discours aussi est comme, si les femmes ne se retrouvent pas entre elles et en elles, c'est difficile de laisser l'espace pour autre chose pour le moment. Fait que je pense qu'il y a tout un défrichage à faire, puis une sensibilisation à faire avec les femmes avant que les deux puissent se retrouver dans ce genre d'espace-là. Ouais. Ça, c'est mon opinion, mais tu sais, après... J'ai tendance à aller dans la même lancée que toi. Je me l'étais fait demander il y a, je pense, 1 an de ça. Tu sais, ça venait vraiment d'une belle place. Là. L'homme, il trouvait ça tellement beau qu'on fasse ça. Puis lui, il travaillait sur son féminin sacré. Tu sais, déjà, un gars dit ça, t'es comme, OK, allô, bravo, genre. Puis là, il travaillait sur son féminin sacré, puis il se disait, ben moi, j'aimerais tellement ça, voir comment ça se passe dans un cercle de femmes. J'ai tellement à apprendre de comment vous vous recevez, vous vous écoutez, puis vous vous entraidez. Mais j'avais le côté où est-ce qu'on n'est pas encore prête à ça. Je pense qu'il y a encore, comme tu l'as dit, trop de défrichage, trop de travail à faire personnellement, mais aussi de manière communautaire. Parce que, il y a, tu sais, juste la manière qu'on a vécu notre adolescence, par exemple, tu sais, il y a tellement de compétition entre les femmes. Ben oui. Il y a encore trop de liens à régler ou à améliorer pour qu'ensuite on se dise, OK, là, on peut ouvrir les gates, là, on peut vous accueillir, puis on va être assez solide pour pas que ça nous déstabilise. T'sais. Complètement, parce que on essaie d'être le plus neutre possible dans un cercle, puis si on amène un homme, on devient rival. On devient rival parce que c'est comme ça qu'on a été construit quelque part. Donc, c'est là où je dis qu'il y a la déconstruction à faire. Puis si on essaie d'être sur un terrain neutre puis on rentre un homme dans le cercle, ça va être collectif. Là. Il va y avoir une sensation de rivalité qui va s'installer. Puis des fois, elle est très subtile. On s'en rend pas nécessairement compte. On n'est pas consciente de ça nécessairement. Des fois, ça passe juste par des pensées de comparaison. Tout d'un coup, on commence à se comparer quand, avant que l'homme rentre, il n'y avait pas ça qui était là. Ouais. Donc, il y a tout ça aussi que je vais dans le même sens que toi par rapport à ça. Je suis comme, ouais, il y a vraiment tout un travail à faire entre nous, là, avant de commencer à laisser entrer un homme, je pense. Puis les hommes entre eux aussi, tu sais, t'en as des cercles d'hommes, là. Il y en a qui en font, William Charbonneau, il en faisait au Wanderlust aussi avant. Je pense que là, justement, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça l'a pris pause, là. Mais c'est tellement des cercles qui sont importants aussi. Mais je me disais, en même temps, j'essaie de jouer l'avocat du diable à travers tout ça. Puis, je peux voir le besoin que pour que les hommes apprennent, ou que les gens qui s'identifient comme hommes ou qui ont plus d'énergie masculine, là, pour que les humains qui ont plus d'énergie masculine comprennent un peu cette essence-là, l'essence de la réceptivité puis de l'écoute féminine.
je me dis que ça serait pas bête de dire, OK, on garde nos cercles de femmes, puis on y tient, mais on pourrait en rajouter un. Ouais. Un petit cercle mix, juste pour comme commencer à tâter le terrain. C'est dans ma tête. Ben non, j'y ai pensé aussi, j'en ai parlé à mon chum, puis j'ai dit, la seule manière où je commencerais à introduire quelque chose de ce genre-là, ça serait d'inviter les hommes et les femmes que j'ai déjà rencontrés, par exemple, donc leur chum, puis parler de comment ils vivent le cycle avec la femme, comment elle vit le cycle féminin, comment lui vit le cycle féminin. Donc, je me dis, ça peut être intéressant pour ouvrir une porte, qu'on commence à parler de ça. Puis mon chum, il me dit, moi, je sens que j'ai besoin d'exprimer comment je me sens tous les mois avec toi. Puis j'aimerais ça en parler avec d'autres hommes aussi, parce que j'ai besoin de hints. Genre, des fois, je me sens que je sais pas sur quel pied danser, puis j'ai pas de référent, là. Donc, ça m'a ouvert une porte à me dire, ça serait peut-être la manière dont moi, je me sentirais confortable d'ouvrir l'espace. Ouais. Il est bien hot, ton chum. C'est dans ma hot, ça. Ouais. C'est justement un gars qui a la sensibilité de faire comme non, j'ai envie de supporter ma blonde dans ce cycle-là qui est incompris déjà un peu des femmes. Ben, un peu beaucoup, ouais. On commence à le comprendre, puis on commence à réaliser l'ampleur que, par exemple, la contraception hormonale peut avoir sur nos états d'esprit, sur comment nos circuits dans notre cerveau se forgent littéralement. Ouais. Fait que là, on commence à se réapproprier un petit peu notre cycle. Mais, tu sais, pour les gars, c'est quelque chose de vraiment mystique, disons-le. Oui, ben tu sais, si on parle juste du SPM, là, tous les gars vont rire ensemble, faire comme « ta blonde va avoir ses règles, là, c'est sûr. » Juste ça, tu sais, juste ça en partant, c'est comme faut démystifier tout ça. Là. C'est la pire chose à dire à une fille. En plus, genre, coudonc, t'es-tu en SPM? Hey, sacrifice! Surtout pendant qu'elle l'est, tu vois. Ouais, c'est la pire chose à dire, la pire gaffe à faire, tu sais. Mais je trouve ça super intéressant. Puis par rapport au cercle de femmes ou au cercle point, on va l'approcher ça comme ça. Mettons qu'il y a quelqu'un, parce que je me le fais souvent demander, où est-ce qu'il y a des cercles dans ma communauté? Comment je fais pour en trouver un? Puis, il y a certaines personnes qui les ouvrent, puis qui font des cercles qui sont accessibles. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de personnes, surtout des gens qui sont dans des communautés peut-être un peu plus éloignées, où est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement accès à ça. Ouais. Fait que moi, ma solution, c'est tout le temps, crée-le, ton cercle, fais-le. Ouais. Comment tu suggérais à quelqu'un de commencer à créer son propre cercle? Ça peut être simple ou ça peut être compliqué. Ça dépend, ça dépend de ton intention, ça dépend de... pourquoi tu veux le faire? Ouais. Si c'est des amis à toi, puis tu as envie d'offrir un espace, ça peut être simple. Tu commences à trouver le pourquoi tu veux le faire. Après, tu trouves des thèmes simples et à partir de là, tu regroupes le nombre de femmes que tu souhaites qui soient dans ton cercle. Mais ça peut être tellement de choses. Tu sais, je veux dire, un cercle, c'est le principe, mais après, tout ce qui se contient dedans, c'est libre. Là. Ça peut être un moment créatif, là, ça peut être... Parce qu'à partir de là, tu peux quand même échanger. Il y a quand même quelque chose qui peut se passer dans cet espace-là. Donc, ça dépend, je pense, où tu veux l'amener, ton cercle. C'est quoi l'intention du départ? Puis à partir de là, bien là, c'est facile de créer. C'est juste, si tu veux aller dans des espaces plus... pour travailler, pour faire du shadow work, par exemple, c'est sûr que si tu commences puis tu n'as jamais fait ça, ça peut être sensible puis tu peux te buter à des portes pendant le cercle à plusieurs reprises, versus si tu veux juste comme rassembler les femmes parce que vous avez besoin de vous rencontrer une fois dans le mois pour de la simplicité puis juste échanger, ça peut être très simple. T'sais, c'est pour ça que je te dis, ça dépend de l'intention pour laquelle tu veux le faire, ton cercle. Ouais. T'es mieux de commencer simple puis de le raffiner puis de le peaufiner avec le temps aussi. Là. Ouais. Je suis curieuse de savoir c'est quoi les règles que tu mets, toi? Ouais. C'est quoi tes règles de jeu? Bon, très simple. Premièrement, pour moi, un cercle, je le vois comme un utérus, OK? Donc, déjà en partant, je pars, tu sais, de ma formation de doula, d'accompagnante à la naissance, où on se met au niveau de la femme qui accouche, OK? Pour ne pas la mettre dans un état où elle va se sentir sur la défensive, parce qu'on veut totalement le contraire, pour qu'elle se laisse aller. Donc, moi, je le vois vraiment comme ça dans l'espace que je vais offrir. Donc, déjà en partant, il faut que j'installe une bienveillance puis un respect dans ma manière de parler puis ma manière de me déplacer dans le cercle, comme si j'étais dans son intimité, comme si elle venait de s'ouvrir à moi complètement, même avant de le faire. Donc, pour moi, c'est d'installer l'espace. Puis à partir de là, bien là, les règles du jeu, c'est confidentialité, donc tout ce qui se passe dans le cercle reste dans le cercle. Toujours parler au « je », donc jamais parler pour les autres ou des autres.
Donc, on garde le cap sur le soi parce que c'est le reflet vers soi. Donc, si on commence à parler des autres, on perd un peu l'essence. Ensuite, ben amour, bienveillance. Il y a le bâton de parole qui existe parce que, bon, c'est une voix à la fois. Pourquoi? Pour que la femme puisse se permettre justement d'avoir un reflet sur elle-même. Parce que si d'autres commencent à intervenir, elle n'a pas le temps de digérer ou de ressentir, d'avoir le reflet de ce qu'elle vient de dire. Puis aussi parce que les autres peuvent prendre le temps aussi de le sentir, ce que ça leur fait vivre, ce qu'elle dit, au lieu de comme toujours vouloir parler, de prendre action. Parce que des fois, quelqu'un qui témoigne peut soulever des émotions à l'intérieur de toi, puis de commencer à tout de suite rentrer dans l'action, puis trouver des solutions pour l'autre, ça t'empêche de te sentir, puis de vivre qu'est-ce que tu as à vivre pour toi-même. Donc, c'est un espace de thérapie constant, même si c'est pas à toi de parler, il y a des trucs qui peuvent se passer à ce moment-là. Puis que tu n'es pas obligé de parler, donc ça, c'est une autre règle. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu passes le bâton de parole et voilà, c'est fini. Bon, j'ai oublié quelque chose parce que là, je m'en vais dans... Moi, j'en oublie tout le temps. J'élabore les points. Ouais. Chaque fois même dans les cercles, quand j'énumère les règles, j'ai tout le temps l'impression qu'il m'en manque une. Oui, bien des fois, il en manque une, puis je suis comme, j'ai oublié au cours de route, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais... C'est pas grave, là. Oui, mais quand tu l'installes, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui se crée dans la force de cohésion, dans le groupe, là. Ben, c'est pas mal ça. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir tantôt. Je te ferai un... un petit signe de « Ah, il y en a manqué. Ouais. C'est quoi la plus belle leçon que ça t'a enseigné, les cercles de femmes? L'humilité, vraiment. Parce que c'est pas parce que je facilite l'espace que nécessairement je suis au-dessus de quelque chose. Donc, je me permets aussi d'être vulnérable à certains moments. Je me permets de pleurer, je me permets de témoigner des choses dans mon intimité. C'est juste un rôle que j'ai à ce moment-là, mais je me rappelle que je fais partie de cette gang-là aussi. Donc, pour moi, l'humilité, c'est comme un des éléments, pour pas nommer tout plein, là, mais un des éléments majeurs que le cercle m'a apporté, ouais. Moi, je pense que l'affaire que j'ai le plus appris, c'est toi qui me l'as enseigné, en fait. Je pense que tu sais à quoi je fais référence, peut-être. Je pense que c'était notre premier ou deuxième cercle. Puis ça avait tellement bien fonctionné. On avait genre 40 personnes, je pense, qui étaient venues. Là. C'était quelque chose de... C'était beaucoup trop gros, là, selon moi. Là, c'était surtout pour 2 personnes qui tenaient leur premier cercle ou leur deuxième. Tu sais, c'était beaucoup. Puis, je me souviens que tu avais partagé quelque chose... Puis, moi, j'avais eu le réflexe de tout de suite dire « Ben non, voyons donc, Valérie, t'es prête à ça, tu serais bonne, nanana. » Puis, t'avais réagi vraiment avec force. Puis, j'ai réalisé à ce moment-là... En fait, je pense pas que je l'ai réalisé à ce moment-là. Je l'ai réalisé par après. Que, justement, le fait que j'avais voulu te donner un conseil ou t'aider ou te rassurer, je t'ai comme volé de ton espace qui te revenait à toi, de juste exprimer ta vérité. Puis je pense que c'est pour ça que depuis ce temps-là, moi, je mets une règle dans mes cercles qu'on n'a pas le droit de donner de conseils. Oui. C'est une règle de base, là. Bien, ça a été un super bel enseignement pour nous deux. Pour ma part aussi, ça a été très franc comme enseignement. Puis ça m'a permis justement de le mettre aussi dans mes cercles parce que c'est clair pour moi que ce n'est pas une thérapie psychologique, ce n'est pas un espace de relation d'aide. On est là pour empower, on est là pour que les femmes retrouvent leur propre pouvoir. Donc, pour ça, il faut leur laisser l'espace. Même en gardant le bateau qui shake un peu, il faut la laisser vivre sa tempête, tu sais. Donc, pour moi aussi, ça a été un super bel enseignement, tu sais. Fait que merci pour ça. Ça fait qu'on est meilleur dans ce qu'on fait, exactement, on a appris comme ça. Puis, tu sais, je fais juste penser aux femmes qui, justement, sont mamans, qui tiennent constamment l'espace dans leur foyer pour leurs enfants, pour leur ménage au complet, tu sais. Puis leur cercle, c'est ce moment-là où, finalement, ils peuvent juste comme être. Ils peuvent juste comme émettre et dire ce qui se passe dans leur cœur, dans leur tête. Fait que c'est tellement un espace qui est important de juste le tenir, tu sais. Puis ça me fait un beau segue pour te parler de la maternité, de ta maternité. Parce que je t'ai connue, tu n'étais pas maman. Puis aujourd'hui, tu l'es, tu as une petite fille de 2 ans et demi maintenant, qui est adorable, qui est vraiment cute. Moi, j'aime tellement ça quand vous mettez les gens des photos de vos bébés et de vos enfants sur les médias sociaux. Ça me remplit de joie parce que moi, j'en ai pas. Je veux savoir, en fait, qu'est-ce que la maternité t'a appris? Ouais, je sais, c'est une grosse question. Je suis émotive, juste comme avec ton intro, là. Quand on parle de ma fille, il y a vraiment, là,
des cordes sensibles. Je sais que ça a l'air quétaine, qu'est-ce que je dis en ce moment, comme tous les parents vont dire ça. Mais si tu décides d'embarquer dans la danse, mettons, Ouais. d'être parent puis d'avoir un enfant, euh, c'est de l'apprentissage sur toi-même et de l'apprentissage sur la vie constamment. Tu ne peux pas fuir. Si tu fuis, ça ne ment pas. Tu es fatigué, il y a des choses qui... C'est comme ça bloque l'énergie. Tu rentres en confrontation avec l'enfant où il faut vraiment là, que tu suives cette danse-là, puis c'est constant. Donc, moi, ce que ça m'a appris, ça m'a appris à revoir certaines fondations que j'avais bien ancrées, à les remettre en question, à savoir si c'est vraiment ça que j'ai envie d'offrir ou c'est autre chose. Donc, le travail de la lignée, là, entre guillemets, Ouais. a été exponentiel à ce moment-là. Parce que, bon, premièrement, j'étais consciente de tout le travail que j'allais faire avec moi-même par rapport à la maternité, allait avoir un impact sur ma fille. Puis mes questionnements, de toujours digérer ce qui se passe, puis me demander, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de lui offrir? Puis les questions qui commencent en plus, là, c'est comme à savoir, ben pourquoi, comment, nan, puis tu commences à réfléchir, puis il y a des choses que tu dis sur le pilote automatique, mais tu te dis, c'est-tu vraiment ça que j'ai envie d'offrir? C'est-tu vraiment ça que je pense, en fait? Donc, quand tu te mets dans cette position-là, c'est sûr que ça change beaucoup de choses dans ta vie. J'étais déjà dans un processus de changement grâce au yoga, grâce à plein de choses dans ma vie qui m'ont amené à me remettre en question. J'imagine pas de partir de zéro, puis d'avoir un enfant, de pas avoir fait un cheminement personnel, l'impact intense que ça a dû avoir. Déjà que moi, je l'ai vécu avec une certaine intensité, mais grâce au travail que j'avais fait avant, ça m'a permis de le vivre avec plus de lucidité, mettons. Puis ton processus de justement libérer ta lignée puis de guider les femmes à le faire, Ouais, est-ce que c'est un processus que tu avais déjà entamé avant de devenir ouais. maman? Est-ce que ça s'est amplifié quand tu l'es devenue? Ah, ça s'est clarifié, ça m'est tombé dessus carrément, parce que je vivais j'avais des émotions puis des réflexions qui, j'avais l'impression, ne m'appartenaient pas. Wow. Donc, je comprenais pas pourquoi je réagissais, je me reconnaissais pas. Jusqu'à temps que je commence à parler avec ma mère, puis commencer à juste vider mon sac, là, tu sais. Puis elle commence à faire des liens. Puis elle commence à me parler de ma grand-mère, puis là, elle me parle de... Wow. Puis là, on fait des réalisations assez frappantes sur des événements que je vis, qui ont déjà été vécus, puis comment est-ce que ma grand-mère, par exemple, ne s'était pas permis de vivre dans l'émotion ce qu'elle avait à vivre pour justement ne pas le léguer. Parce que plus tu restreins, moins tu te permets de vivre les choses. Des fois, c'est conscient, des fois, c'est inconscient. Tu sais, je ne veux pas blâmer les gens qui ne se permettent pas de vivre. Des fois, il y a des choix pour ça. Puis tu sais, des fois, tu peux aller dans un mode survie, puis c'est la raison pour laquelle tu le fais. Fait que je ne suis pas dans le jugement quand je dis ça, mais juste pour dire que on réalisait encore plus que si on ne se permet pas de vivre ce qui est là devant nous, ben on va le transmettre nécessairement. Mm-hmm. Donc, à partir de là, pour moi, ça a été majeur parce que pour vrai, je suis arrivée dans un spot du début de ma maternité où je comprenais pas le sens de ma vie, là. Mais j'étais comme, j'ai jamais... Tu sais, je suis un être qui adore la vie, là. Je suis émerveillée par plein de choses. Donc, à ce moment-là, quand j'arrive là, je suis comme, ben voyons, que je vois plus la vie comme je la voyais. Pourtant, tu sais, c'est pas la guerre chez nous, là. Ouais. Je suis maman, là. Fait qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à libérer de ça, tu sais. Puis je me suis permis d'écrire, de pleurer. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Je l'ai vécu upside down. Puis, à un moment donné, j'ai catché qu'il fallait que j'aille plus loin parce que ma mère l'avait déjà l'offrait à sa manière. Puis moi, je devais profiter de la tribune qui était là pour rassembler puis créer ce genre de thérapie-là de groupe et non juste one-on-one, puis élever ma voix, tu sais, puis élever ce message-là. Puis dans mes rituels, libérer sa lignée, je le dis à la fin, je dis, grâce au travail que j'ai fait, grâce à ma mère et ma grand-mère, voici le cadeau, tu sais. Mm-hmm. Voici le don que j'offre, l'offrande qui est là, c'est grâce à elle. J'ai renoué avec elle. Donc, ce que j'offre là, c'est un travail de ma lignée. Tu sais, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je les honore toutes les fois que j'en offre un parce que, justement, je réalise le don et la richesse de ça, tu sais, Ouais. que ça sert au collectif. Ça me sert à moi, mais ça sert au collectif fois 1000. Fait que, voilà, c'est là que ça m'a amené. Ouais. Je pense que tu as marqué un point super important aussi quand tu parlais de, tu sais, de pas
être dans la résistance ou fâché ou d'en vouloir aux femmes ou dans notre lignée, par exemple, qui n'ont pas pu être avec certaines émotions. Surtout si on pense que, par exemple, nos grands-mères, des fois, il y avait comme 6, 7 enfants, ils en perdaient un. Tu n'as pas le temps de vivre ton deuil au complet. Tu as 6 bouches à nourrir. Exact. Tu es dans un état souvent où est-ce que tu es beaucoup plus pauvre que ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout en tant que femme blanche, on a la chance d'avoir un confort qui nous permet de travailler sur ces choses-là. Mais c'est que le confort qui nous a été légué devrait servir à guérir. Il ne devrait pas juste nous permettre à nous asseoir sur nos lauriers et faire comme, bon, ben on est bien, hein? C'est le fun, tu sais. Non, ça nous a été offert, mais là, nous, c'est le temps de faire émerger quelque chose de constructif, pas juste pour nous, mais pour le collectif aussi, comme tu dis. C'est un cadeau. Tant qu'on n'acceptera pas de le voir comme ça parce qu'on vit encore dans nos souffrances, on réalise quand on fait le travail de recherche d'où les femmes viennent. Puis il n'y avait peut-être pas de cercle de femmes. Ils étaient complètement opprimés. Là, il n'y avait pas le droit de vote. Là, je veux dire, il y a tellement d'affaires qui... Il n'y avait pas de compte de banque. Ils étaient littéralement confinés dans leur foyer. C'est un animal domestique, là, OK? Fait que je veux dire, on part de là pour arriver à où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que quelque part, elles ont fait un travail parce que sinon, on n'en serait pas là. C'est vrai. On n'en serait pas ici. Donc, il faut le reconnaître. Puis c'est ça qui nous permet après de pardonner pour mieux reconnecter, pour mieux renouer avec elle, tu sais. Puis on s'entend, c'est comme le 2-3 générations, là. Ça fait pas longtemps. C'est vraiment pas loin, là. Aïe, aïe. Incroyable. Il y a une question qui m'est popée en tête quand tu parlais tantôt, surtout quand tu parlais de ta maman. Est-ce que tu as déjà conduit un cercle avec ta mère? Elle qui est comme dans un travail un peu similaire au tien? C'est quelque chose que j'idéalise. Ma mère, elle a assisté à libérer sa lignée il n'y a pas longtemps. Bien, avant que tout arrête. Ça a été très émotionnel. Puis elle l'a dit qu'elle était ma mère. Donc, c'est sûr que là, ça a créé quelque chose d'intéressant. C'était pas rare que je recevais, mettons, 3 générations. Ça me touchait énormément. Wow. Mais là, que ma mère soit là, il y avait vraiment quelque chose de particulier. Puis chaque fois que j'ouvre un cercle, il y a quelque chose qui se passe avec ma mère dans l'invisible, si on veut. Mais... J'ai cette idée-là qui est en moi, en lien avec libérer sa lignée. J'aimerais offrir une retraite, mais c'est pas là encore. Ça va se placer. J'ai le nom. J'ai le genre d'ambiance que j'aimerais avoir, mais on n'est pas rendu là encore. Mais c'est en train de mijoter, mettons. En ferais-tu des privés? Mettons que tu as mettons une grand-mère, une mère avec ses filles, puis leurs filles à eux qui t'approchent, qui sont comme hey, on veut faire ce processus-là avec toi. C'est déjà le cas. Nice. Mais là, j'ai mis on hold parce que je pouvais plus faire de... Bon, j'allais pas non plus aller chez les gens. J'en ai quelques-uns en hold en ce moment qu'on avait déjà entamé le processus et même booké la date. Là, on a mis ça, on a repoussé. Mais oui, je fais ça complètement. Ouais. Puis maintenant, tes projets, ça ressemble à quoi? En ce moment, j'apprends à composer avec Zoom, avec le virtuel. Oh Donc, my God! J'avoue que pour une personne sensible comme moi qui a besoin de contacter les gens, de les toucher, de les sentir, c'est un défi en soi. Par contre, j'avais des tiroirs que de temps en temps, j'effleurais avant le confinement, que là, j'ai fait comme « Ah, ben je peux l'ouvrir puis comme jouer dedans, tu sais. Donc, l'accompagnement 1 à 1, que ça fait longtemps que genre je voulais offrir, c'était pas nécessairement mûr, mais là, j'ai pu mettre du temps pour le peaufiner puis enfin l'offrir. Donc ça, à ma grande surprise, ça fonctionne très bien. L'alchimie sacrée, ça. Oui, ça s'appelle alchimie sacrée, exact. Puis ça consiste en quoi? En fait, j'aide la femme qui est déjà sensibilisée au cycle lunaire, qui veut en apprendre plus sur son propre cycle. Donc, comprendre son système de croyances, comprendre comment la Lune influence sur elle, mais aussi plein de schémas qu'on va ressortir dans l'accompagnement qui dure 3 mois. Donc, on part de... Pour moi, l'alchimie sacrée, c'est l'alchimie interne. Fait que c'est toutes les énergies qui nous habitent. Puis là, je pars du principe féminin, masculin, émetteur-récepteur. Cool. Et on commence comme ça. Je travaille beaucoup avec la période du cycle. Donc, il y a comme une première partie où la femme doit avoir absolument ses lunes avant de recevoir la première partie de l'accompagnement. Donc, il y a vraiment tout un respect du sacré dans mon accompagnement où je ne vais pas brusquer la nature des choses que comme j'ai déjà fait avant le confinement parce qu'on n'avait pas le choix. Puis aujourd'hui, je peux me permettre de faire, c'est quand t'es lune,
parfait, première étape. C'est quand tu es rendu à telle phase, parfait, on va être rendu à telle affaire. Donc, j'ajuste mon accompagnement selon le cycle de la femme où elle est rendue. Idéalement, j'aimerais aussi respecter et honorer le mien. Je peux pas toujours rentrer là-dedans. Ouais. Ouais. Fait que, bref, c'est toujours de l'ajustement. Fait qu'il y a comme 3 parties, en fait, à cet accompagnement-là. Donc, premier, que je t'ai parlé. Deuxième, c'est vraiment d'initier la femme à l'alchimie sacrée, de comprendre principe émetteur, récepteur et tout ça. Puis après, il y a comme un 3 mois de rédaction de journal où je demande un feedback, je regarde le journal, on en parle, on a des rencontres à tous les mois. Puis il y a un groupe privé. Donc, toutes les initiées vont se retrouver dans le groupe. Je feed ça tous les semaines avec des réflexions. J'essaie de les faire entrer en relation entre elles. Donc, ça crée un espèce de petit cercle privé. C'est sûr que c'est virtuel, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, je trouve. Puis en 3 mois, c'est là où est-ce que les codes sacrés, que j'appelle, peuvent se émerger, en fait. Donc, c'est là où on commence à comprendre sur quoi on fonctionne, puis vers quoi on veut aller, puis comment on va se rendre là. Puis il y a beaucoup de la mission de la personne qui se révèle à travers ça, de pourquoi je suis ici, puis qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, en fait. Tu viens juste de clarifier le concept d'alchimie sacrée. C'est un terme que je te voyais utiliser sur les médias sociaux, mais je n'étais pas certaine exactement qu'est-ce que tu voulais dire par ça. Fait que là, ça l'a tout clarifié. J'adore ça. Ouais. Je trouve ça cool parce que c'est rare qu'on offre justement un suivi ou une présence aussi personnelle que ça. Puis j'y ai goûté un petit peu avec toi à travers le rituel de Yoni Steam que j'ai fait avec toi. Oui. Je pense que ça fait 1 an et demi, 2 ans de ça. Puis j'avais pris rendez-vous avec toi où est-ce que tu m'as fait... on avait eu une rencontre pour te dire c'était quoi que je voulais travailler, tout ça. Puis tu m'avais fait mon propre mélange d'herbes sacrées. Puis pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un Yoni Steam, tu voudrais-tu expliquer? Je pense que tu vas faire vraiment plus honneur que moi à la chose. C'est très simple. C'est vraiment simple. En passant, j'ai commencé à développer des mélanges comme spécifiques avec un petit guide pour une pratique bienveillante et sécuritaire à la maison. Parce que l'accompagnement, il fallait que je choisisse mes combats par rapport à comment j'allais accompagner. Mais c'est super simple. C'est un bain vapeur pour la vulve et dont le vagin et les organes reproducteurs. Donc, il y a de l'eau bouillie avec des herbes séchées. OK, on se comprend que c'est pas des herbes que tu trouves dans ta cuisine, genre origan, paprika, machin, OK? C'est des plantes médicinales. President's Choice. Oui, c'est ça. Un peu de cayenne là-dedans, ça va bien. Dieu, pas une bonne soupe, OK? Puis tu te l'insères pas dans le vagin, ça, c'est une autre affaire, OK? Fait que c'est vraiment un bain vapeur. Donc, tu t'installes simplement avec un cul de poule dans ta cuvette propre de toilette, puis tu t'assois là. Ça peut être la meilleure façon de faire, la plus simple, mettons, là, j'essaie d'être accessible. Puis tu t'assois dessus pendant au moins 10 minutes. Puis là, tu laisses les vapeurs des plantes être absorbées par la muqueuse vaginale. Oui, moi, j'avais adoré ça. J'avais trippé sur mon expérience. J'avais trouvé que... Bien, ce qui est intéressant, c'est justement que tu offrais un suivi personnel avec ça, dans le sens que je devais faire du journaling après mon Yoni Steam. Toi, je te l'envoyais, tu me renvoyais des questions. Tu sais, il y avait vraiment comme un processus à ça que je trouve qu'il y a beaucoup soutenu ça. Puis je pense que... ça m'a aidé à rentrer dans l'expérience. Mais tu sais, je m'étais fait une playlist de Yoni Steam avec des chansons genre très pro-vagina puis tout. Yes. J'avais des pierres autour de moi. Puis là, il y a le producteur à côté, Mathieu, qui, genre, comprend rien de sa vie en ce moment. C'est très drôle. Je pense qu'on fait une soupe, là. Je pense qu'on parle de recettes de soupe. Et comme de quoi il parle de Yoni Steams de Noon. Anyways. Fait que, je m'étais fait un gros rituel à travers ça. Puis moi... mis à part les bienfaits comme physiologiques que j'ai pu en ressentir, juste d'avoir ce moment-là qui m'appartenait pour penser à mon vagin, puis à ma vulve, puis à mon yoni, whatever. Juste ça. Tu sais, c'est tellement une partie de notre corps de laquelle on peut facilement déconnecter pour 1000 raisons ça aurait pu être un épisode de podcast en soi, là. Ah, clairement. Mais, tu sais, juste ce processus-là de la regarder, puis je dis, je fais quelque chose pour toi. Puis depuis ce temps-là, même du pussy gazing, qui est de regarder ton vagin dans un miroir, ou je devrais dire ta vulve, en fait, dans ton miroir. On va utiliser les bons termes, n'est-ce pas? Donc, de te regarder dans le miroir comme ça, juste de tenir l'espace. Oui, pour toi-même. Mais pour toi-même. Exact. Mais oui, c'est tellement pertinent. Tellement pertinent. Moi, quand je fais des séances, mes rêves sont bousculés, là. Il y a des trucs qui... J'ai une facilité d'aller vers ça, donc c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va faire des rêves puis des affaires.
Juste que moi, c'est comme ça que je suis construite. Donc, je vais faire des rêves, puis il y a des réponses qui vont venir, ou genre, je sens que je vais libérer des émotions à travers ça. C'est vraiment particulier parce que, bon, je suis pas une spécialiste là-dedans, mais il y en a qui spécialisent dans le col de l'utérus un peu plus au niveau spirituel, entre guillemets, puis c'est prouvé scientifiquement qu'il y a des mémoires qui sont là. Donc, de t'aligner aussi. Fait qu'il y a bien des choses exactes, mais tout se contient là-dedans. Fait que je pense que quand on commence à jouer là-dedans aussi, il y a plein de nuances et textures. C'est assez intéressant. Mon Dieu, je trouve ça passionnant comme sujet. J'aurais pu en parler très longtemps. Écoute, Valérie, je pense que ça fait une clôture parfaite pour notre conversation parce que sinon, je pense qu'on va s'embarquer pour une autre heure parce que j'ai trop de choses à te demander. Si les gens veulent te retrouver, ils peuvent le faire sur ton compte Instagram, Moment Sacré. Exact. On va mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Tu offres justement ton programme Alchimie Sacrée. Je pense que tu as une autre belle surprise aussi qui s'en vient, Essentia. Tu vas donner plus d'infos sur tes médias sociaux. Fait que je suggère à tout le monde d'aller la suivre, de te suivre pour avoir accès à toutes ces belles informations-là. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ton savoir avec tout le monde, en fait, pas juste avec moi, hein? Avec toute la gang qui nous suivent. Puis je te souhaite d'avoir une fin de confinement tout en conscience, puis de passer du beau moment avec non seulement ton chum éveillé, qu'on salue, qu'on aime bien, mais aussi avec ta belle petite fille. Oui, merci. Vraiment, j'apprécie ton invitation. Je sais pas pour vous, mais pour moi, cet épisode-là, je l'ai vraiment aimé, je l'ai trouvé fascinant. J'adore comment Valérie a sa manière bien à elle de nous parler du cycle lunaire. Puis moi, des conversations de vulve et de vagin, donnez-moi-en, j'en prendrai n'importe quand. Je sais qu'il y a certaines choses qu'on a discutées qui sont peut-être un petit peu plus mystiques, disons-le. Puis si jamais il y a des choses qui vous ont échappé, je vous suggère fortement d'aller suivre Valérie sur sa page Instagram, puis de peut-être même faire vos recherches de votre côté, comme on le dit souvent, Google est votre meilleur ami. Donc, s'il y a certains thèmes qu'on a mentionnés qui sont un petit peu hermétiques, comme dirait Mathieu Morin, ça serait une belle manière de démystifier le tout. Si jamais vous voulez en apprendre davantage sur la Lune, et surtout la Lune dans le contexte de l'astrologie, je vous suggère fortement de vous inscrire à mon atelier de self-care et astrologie lunaire. Donc, on va vraiment plonger dans la médecine non seulement de la Lune, mais de ce que la Lune signifie dans chacun des 12 signes et dans chacune des maisons. Puis on va faire un lien avec le tarot. Vous allez voir, ça va être une partie de plaisir et vous allez en apprendre tout plein, non seulement sur le tarot, sur l'astrologie, mais sur l'ésotérisme en général. Je vous rappelle que pour supporter le podcast, la meilleure manière de le faire, c'est d'aller noter ou commenter le podcast sur Apple Podcast. Sinon, j'adore recevoir vos commentaires sur Instagram lorsque vous me dites que vous avez apprécié un épisode ou que ça vous a fait réfléchir ou encore quand vous avez des questions par rapport à l'épisode. Moi, ça m'inspire toujours pour faire dans le futur des épisodes de questions-réponses. Donc, c'est toujours très, très, très apprécié d'avoir votre rétroaction. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.